Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de maîtriser Linux. Encore une fois, on va voir des principes simples, mais qu'il faut bien comprendre pour tout chercheur en cybersécurité. Donc, on va parler un peu du hachage, en fait, hein, plus précisément les fonctions de hachage en mathématiques, en cryptographie. Donc, le hachage, en fait, ça fait référence à la prise de toutes les entrées de données, hein, telles qu'un mot de passe, et on va faire un calcul en fait et trouver son équivalent sous forme de hash qu'on appelle un hachage. Donc on prend tout en entrée, on fait une opération et à la sortie, on a le résultat qu'on appelle le hash. Et le hachage est issu de la fonction de hachage. Mais pour ce faire, il faut toujours des entrées. OK? Enfin des données en entrée, pardon. Donc l'équivalent de hachage est une longue chaîne qui ne peut pas être inversée, puisque l'acte de hachage est connu sous le nom de fonction unidirectionnelle. Quand vous chiffrez les données, vous pouvez les chiffrer, les déchiffrer. Ok? Par contre, en hachage, vous savez que c'est pas possible. Enfin si, c'est possible, on passe notre temps à le faire, mais il faut faire des attaques par force brute, hein, par dictionnaire. Donc on peut visiter www.md5h Generator et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Ok? Ça, c'était la technique qui était utilisée il y a quelques années. Et naturellement, vous savez qu'on passe notre temps à craquer des haches, que c'est pas très sécurisé. Donc on va faire très simple, on a trois possibilités. Soit on sauvegarde en base de données les mots de passe des utilisateurs en plain text, hein, donc en texte clair, très mauvais, puisque dès que la base de données est pétée par les pirates, ils récupèrent les mots de passe. Deux, on va utiliser du chiffrement. Mais le chiffrement, vous savez que si on vole la clé, qui a la clé privée peut chiffrer, déchiffrer les messages. Donc ça devient gênant. OK? Et enfin, on a les fonctions de hachage. Donc là, on va voir un algorithme de hachage qui est connu sous le nom de MD5. On va lui rentrer mypassword123 ou Toto le hacker, ok? Et vous allez voir que bah il y a toujours un équivalent. Par exemple, je peux vous dire que mypassword123 commence par 9C87. La preuve en est. Je prends quoi en entrée? La donnée, c'est quoi? C'est un mot de passe. Et je lui demande, pardon, de générer le HMD5. Et qu'est-ce que vous voyez? Comme je vous ai dit, 9, c'est 87. Ok? Donc on voit que dès que je modifie quelque chose, je le passe à 24, tout le HMD5 ou SHA-1 ou les autres est modifié en conséquence. Ça n'a plus rien à voir. Ok? Donc ils vous le disent, hein, c'est utilisé pour encoder, coder, décoder des mots de passe, des cartes de crédit ou des données sensibles en fait, hein, dans les bases de données type MySQL, Postgres ou d'autres bases de données. Et on a des programmes en PHP, ASP, euh, qui permettent de faire ce travail. Ok? Donc, fonction MD5, hein, on s'en sert pour comparer essentiellement, pour vérifier quand on a téléchargé un gros fichier sur Internet, l'intégrité des données. Par contre, hein, le MD5 n'est pas du chiffrement. C'est juste une empreinte, ok? Et il faut surtout pas utiliser le MD5 pour offusquer hein, le mot de passe, hein, parce que vous savez que du MD5, ça se casse avec une carte graphique en même pas une seconde. Donc on va utiliser des fonctions de hachage un peu plus robustes. Ok, mais bien comprendre ce mécanisme en fait. Donc pourquoi c'est important? Je vous mettrai la petite vidéo, je sais pas si elle est traduite, mais ça explique bien en 10 minutes. Ok? Donc bah, les raisons elles sont plusieurs en fait, hein. Le hachage est important et à vous ensuite de faire des recherches personnelles pour comprendre. Mais le cas d'utilisation le plus important, c'est la vérification de l'intégrité. Comme je vous disais, vous vous connectez à un site web, votre mot de passe doit être vérifié auprès de la base de données locale pour vérifier si vous devez être autorisé à y accéder. Mais c'est critique, hein. Si les entreprises stockaient le nom d'utilisateur et le mot de passe en texte brut, pardon, sur la base de données, il serait très facile pour un pirate de pouvoir compromettre chaque compte. Par conséquent, pardon, il est plus logique de stocker l'équivalent du hachage au lieu de stocker tout simplement les informations en texte brut. Ainsi, lorsque vous vous connectez à n'importe quel site web, en fait, vous envoyez votre nom d'utilisateur, certes, mais votre mot de passe
également à la base de données. Mais le système, lui, qu'est-ce qu'il fait sous le capot? Comment se passe la mécanique? Le système les saisit séparément dans un algorithme de hachage et il va venir comparer le hachage de la base de données. Ok? On hache votre utilisateur, on hache votre mot de passe et on compare le hachage avec celui qui est stocké en base de données. Si les deux correspondent, c'est le bon utilisateur, c'est le bon mot de passe. OK? Et vous pouvez vous connecter à votre site web préféré. D'accord? Donc ça, c'est plutôt simple. Donc là, on a vu qu'on avait du MD5, on avait du SHA-1, c'est deux exemples d'algorithmes de hachage qu'on dit faibles, parce que bah, ils sont vulnérables, hein, qui est connu sous le nom d'attaque de collision de hachage. Alors, je vous mettrai les principes, hein. Le principe, c'est en créant des collisions, on affaiblit le système cryptographique. À partir du moment où il est affaibli, il est plus robuste. S'il est plus robuste, ça veut dire qu'on peut venir le pirater. Ok? En tout cas, retrouver à partir du hash le mot de passe initial. En théorie, c'est impossible, comme vous l'avez compris. Donc ça, c'est une des techniques d'attaque, hein, les courbes elliptiques et tout ça, mais je vais pas rentrer dans les détails. Enfin, si vous avez fait maths sup, maths spé, je pense que vous êtes à l'aise là-dessus, mais c'est de la, voilà, c'est des maths pures et dures dédiées à la cryptographie. Et la cryptographie, c'est ni plus ni moins que l'art de chiffrer, déchiffrer les données. Ok? Donc en bref, bah, il faut pas les utiliser, hein, parce que le principe de collision, hein, sans rentrer dans les détails, c'est qu'on peut avoir deux entrées différentes qui peuvent produire la même sortie, ce qu'on appelle un équivalent de hachage. Ce qui signifie que votre mot de passe peut produire le même hachage que quelqu'un avec un mot de passe complètement différent. Donc, comme le MD5 et le SHA-1 ne sont pas robustes, on est passé au SHA-256 qui est largement utilisé et considéré plus fort euh, aujourd'hui, hein, techniquement. On va tout le temps, dès qu'on peut, utiliser du SHA-256 bits. Ok? Donc, les hachages, ils peuvent être craqués par la méthode hein, de force brute. Hein. Cela signifie essentiellement utiliser une liste de mots hein, qu'on appelle dictionnaire, word list en anglais, et entrer chaque mot de passe potentiel de la liste de mots dans la fonction de hachage pour voir si nous obtenons une sortie équivalente au hachage, qui est égale à l'un des hachages stockés dans la base de données, comme je vous le disais précédemment. Cependant, dans l'exemple, nous stockons le hachage dans un fichier texte avant de spécifier une liste de mots hein, à laquelle nous voulons comparer les hachages calculés. Donc, qu'est-ce que va faire le programme John the Ripper H4? Il calcule d'abord hein, le hash à partir des différents algorithmes de hachage et il les compare avec les hachages qui sont stockés dans quoi? Dans notre dictionnaire. Mais ou dans notre dictionnaire, les mots en fait, hein, puisque lui en entrée, il prend des mots, il calcule la fonction de hachage, il la compare au hash initial. Ok? Si les deux correspondent, eh ben, le mot qui a été pris en dernier dans le dictionnaire est bien le mot de passe. Ok? Donc, en utilisant un programme appelé John l'Éventreur, hein, John the Ripper, nous pouvons spécifier le format du hachage que nous souhaitons déchiffrer. Là, on va utiliser le MD5, hein, donc on lui met format, on appelle ça un format brut, donc ça sera raw-md5. Et ensuite, on lui dit, bah écoute, tu vas utiliser notre dictionnaire qui s'appelle RockU, hein, qui est le dictionnaire le plus gros qu'on a à notre disposition sous Parrot OS et Kali Linux. Et on va lui dire, bah écoute, tu récupères et tu testes le hash qui est stocké dans le fichier qui s'appelle hash.txt. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que fait le programme? Bah, vous l'avez compris. John l'Éventreur peut trouver le mot de passe si la liste contient eh ben, le password. Ok? Techniquement, bien sûr, c'est pour ça qu'on attaque. On appelle ça une attaque hybride, c'est-à-dire force brute plus attaque par dictionnaire. Et le principe, c'est d'accélérer la cadence, hein, le temps pour trouver le mot de passe, puisque bah, s'il est dans une liste, ça sera beaucoup plus rapide que naturellement essayer toutes les possibilités. Hein, donc ça va tester une grande combinaison, une grande quantité de combinaisons de mots de passe et de noms d'utilisateurs courantes. Ok?
Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, le mot de passe s'appelle password. OK? Donc, si vous rencontrez un hachage dont vous ne connaissez pas le type, vous pouvez utiliser l'outil appelé hash identifier, hein. Cependant, avec les hachages moins largement utilisés, l'outil ne sera pas précis et comptera donc et sur vous, en fait, hein, pour avoir la capacité de l'identifier manuellement, hein, puisque le programme ne pourra pas le faire. C'est pour ça qu'on n'utilise plus ces programmes, parce que c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on utilise nous? Je vous ai dit, vous faites un pip 3 install name date hash. Et lui est bien meilleur. Puisqu'il va se connecter via une interface de programmation, une API à un service Internet, hein. Et sur le cloud, si vous voulez, il va venir récupérer toutes les fonctions de hachage connues et ce qu'on appelle les rainbow tables. Donc les tables arc-en-ciel. Qu'est-ce que font les tables arc-en-ciel? En gros, c'est des solutions de hachage précalculées qui vont permettre, quand on casse des hashes, de réduire considérablement, un peu comme les dictionnaires, mais c'est encore plus efficace qu'une attaque par dictionnaire, hein. Donc on a des attaques par force brute, on va tester toutes les possibilités. On a des attaques hybrides, force brute, on teste toutes les possibilités à partir d'une word list, d'un dictionnaire, et on a une attaque hybride, force brute toujours, et on va tester toutes les rainbow tables. Ok? Donc, une fois que vous avez ça, vous tapez name.hash, nth, ok? Et là, il est beaucoup plus fonctionnel. Il faut pas utiliser ni celui-là, HID, ni Hash Identifier, ok? Ils sont préinstallés sur Kali Linux, mais ils arrivent en désuétude, hein, on les utilise plus. Name.hash est beaucoup plus fonctionnel. -t, vous lui mettez le texte, hein, entre guillemets, ou entre simples quotes, c'est mieux, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, et -f si vous voulez utiliser un fichier, et que le hash est en clair dans un fichier. Ok? Et après, on peut décoder à partir du base64. Il y a un paquet d'options que je vous laisserai regarder. Ok? Donc ça, c'est utile. Et pourquoi il est extrêmement puissant? Puisqu'il vous donne ensuite le code, l'ID, qui va permettre de craquer le hash avec H4. H4, il y a des milliers de codes, hein, pour chaque algorithme, et il y a des centaines, des milliers d'algorithmes. On peut pas tout retenir par cœur. Et l'avantage, c'est de pas aller sur le site de H4 pour trouver la fonction de hachage ou de crypto qui est utilisée. Lui nous donne directement le code qu'on va utiliser dans la ligne de commande pour invoquer H4 pour craquer. Ok? Donc c'est extrêmement puissant. Je vous montrerai. Alors, on va ajouter une heure. Ouais, ok. Donc, ça c'est comment craquer, hein, et on peut également piper, hein, si vous voulez. Le principe c'est, vous allez faire un cat h4.txt et vous pipez le programme h-identifier. Ok? Et il va faire le taf pour vous. Sinon, il faut lancer h-identifier et ensuite rentrer le hash avec un copier-coller ou le taper à la main, mais généralement c'est très long. Ok? Donc pensez au pipe, hein. C'est ce principe, je demande une commande et le résultat, je l'envoie à une autre commande, à un autre programme. Ok? Et on l'utilise constamment sous Linux, hein. Donc, le résultat devrait nous montrer les types de hachage les plus probables, hein. Donc lui il te dit, je suis quasiment sûr que c'est du SHA-256 ou de Laval 256, mais si je me trompe, tu devrais regarder cela. Ok? Et comme je vous disais, on a IT. Ah, je le connais pas celui-là, on va aller voir. Ok? Donc, si on regarde ça, comme vous pouvez voir, il y a deux hachages probables et le hachage correct est le SHA-256. Donc, on voit qu'il se trompe quand même, hein, parce que c'est pas très précis. C'est pour ça que je vous disais que bah on va pas deviner la bonne réponse. Nous, on veut connaître le type de hachage et être sûr, ok, pour pas perdre de temps et pour passer ça en paramètres, soit à John the Ripper, soit à H4, qui sont les deux logiciels les plus couramment utilisés pour casser des mots de passe, pour casser de la crypto, pour casser du hash. Ok? Et typiquement des mots de passe, quoi. Donc on va voir Haïti. Je connais pas du tout, mais à mon avis, je sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'il propose? Ok. Alors, ligne de commande, qu'est-ce que tu peux faire? Haïti, ça. D'accord.
Il nous donne les codes aussi. Vous voyez que, regardez en bleu, HC, ça c'est les codes H4 dont je vous parlais. Donc il le fait aussi, ça c'est cool. 432 types de H. Ok, bon, on va l'installer. Comme ça, j'aurai les deux. Donc, utilisez IT ou name date H, mais pas HID ou H identifier. Ok? Donc, on va tester. À mon avis, j'ai pas les droits. Il va me jeter. Si. Donc, Gem, c'est le programme qui permet d'installer des modules pour Ruby. Ruby qui est un langage de programmation et je pense que c'est un programme en Ruby. Et maintenant, on va pouvoir l'appeler. Ouais, ça marche. Ok, parfait. Donc, c'est installé. Vous connaissez pas. Donc c'est ça, hein. Typiquement, on utilise un ou deux programmes pour calculer les fonctions de hachage pour être sûr, hein. On va corréler les informations et parce que bah, il peut y avoir un programme qui se trompe et l'autre qui vous dit la vérité. Ok? Donc tout le temps utiliser plusieurs outils, avoir tout le temps plusieurs cordes à son arc. Donc là, on va commencer un peu l'exercice en soi. J'ai téléchargé un fichier de hachage qui est joint et on va essayer de déchiffrer bah, tout simplement quel est le mot de passe. Ok? Ça va nous apprendre à craquer tout ça, techniquement. Ok? Alors, donc qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire Haïti et alors, je sais pas si ça passe comme ça. Commence bien. Name.h, donc c'est quoi? C'est du fichier. Lui, il le trouve. Ok? Vous voyez bien qu'il vous dit premier choix, most likely MD5. Donc le Haïti, là, déjà, ça commence mal. C'est ceux qui conseillent, moi je vous dis, il n'y a rien de mieux que name.h. Vous avez le GitHub qui est là. Ok? Donc ça, c'est du MD5, donc c'est du H4 0 ou du RAW MD5. Alors, je vais vous montrer deux possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire? La première possibilité, on l'a vu ici, on va utiliser tout simplement John the Ripper. Ok? Hein, on a vu la commande assez succinctement, mais voilà ce qu'on va faire. Ok? Je vais invoquer et on va venir l'attaquer avec notre ami John. Ok? Et après on utilisera H4. Donc, on est reparti. Donc je lui dis quoi? John, ok. On a vu que le format, il nous le dit. Si tu veux John the Ripper, ça c'est HC, H4. Tu veux utiliser John the Ripper, c'est du RAW MD5. Donc format RAW MD5. Ok. Et qu'est-ce que je veux? Bah, je veux craquer le fichier qui s'appelle h1.txt. Et qu'est-ce que je veux? Il me faut ma word list, mon dictionnaire. Et mon dictionnaire, moi, je sors de là, je vais dans word list et il y a rock. C'est parti. Ok? Il le trouve super facilement. Secret 1, 2, 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser H4. H4, le code, c'est quoi? Hein? C'est 0. Donc on va faire A0, ok? On va lui dire, on va lui dire quoi? On va lui dire quoi? On va lui dire H, pareil. Et je vais lui dire, euh, hop, hop, word list block, ok? La syntaxe est un peu différente et il a besoin de son code, lui, ok? Avec John the Ripper, John l'Éventreur, on utilise un nom complet, raw MD5. Lui, H4, il aime ses codes, ok? En fonction du H, on a un code associé, comme je vous le disais, ok? Je sais pas pourquoi c'est aussi lent d'ailleurs. Ah, il est en train de charger la mémoire. Ok. Ouais, c'est kiff kiff, hein. De toute façon, il le trouve aussi. H4, craqué.
Alors, on fait ça, et là, on va lui dire secrète. Un, deux, trois. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous ai dit que le MD5, c'est de la merde. On peut même le craquer en ligne. Ok? On va aller sur CrackStation, un site que je vous ai déjà montré. Mais si vous voulez pas faire chauffer votre ordinateur, hop, 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 crack H. On va activer le JavaScript, sinon ça ne marche pas. Ok, on va répondre. Ok, on le trouve aussi. D'accord? Donc, trois façons de faire et on voit que ça fonctionne parfaitement. Les trois. Ok? Parce que c'est du MD5, parce que c'est extrêmement facile. Ok? Donc on n'utilise plus le MD5. Je vous ai dit le MD5 maintenant, il sert pas à protéger les mots de passe, il permet de vérifier l'intégrité d'un fichier. Ok? Typiquement, vous pouvez télécharger sous Windows HTAB que je vous conseille et hop, HTAB, télécharger. Et techniquement, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, vous savez, quand vous téléchargez un fichier, on vous donne le hash en MD5. Et là, bah, vous avez un nouvel onglet sous Windows. Vous allez aller dans File Hashes. Vous rentrez le hash que le site internet vous a donné en MD5, il va le reconnaître et il va calculer tous les algorithmes qu'on utilise très souvent de comparaison. Et après, vous cliquez là-dessus, compare file. Et là, il vous dit, ouais, ouais, écoute, cette ligne-là, 44D, toi, tu m'as dit 44D, c'est bien du MD5, c'est vert. J'ai comparé, le fichier n'a pas été vérolé. Il n'a pas été modifié en cours de route sur Internet. Ok? C'est bien le fichier original du serveur et l'intégrité du fichier est garantie. Ok? Il n'y a pas de, le fichier n'est pas vérolé. Ok? Donc ça, faut bien comprendre aussi. Ça peut être utile, hein. Moi, je l'installe tout le temps sur mon Windows. Donc maintenant, on a Sarah, on va se connecter et on va utiliser son mot de passe. Alors, Sarah, SSH, passe. Ok, ça passe. Ah d'accord, c'est pas le bon code, putain. C'est merde, c'est moi qui fais de la merde. Ça raccroche. Le petit jeu de mots pourri était offert. Alors, la belle Sarah, qu'est-ce qu'elle raconte? On nous dit quel est le type de hachage stocké dans le fichier. Bah alors, on va voir. 4, je sais même pas où il est. Exemple. T'es sérieux? Ok, donc je crois qu'ils veulent qu'on s'amuse à chercher, je suppose. Ok, on sort de là, on va faire un find à la racine. Je veux quoi? Un fichier qui s'appelle name, name. Donc, comment il l'appelle? H. Texte. Ok, et on va chercher à partir de. euh, ok, donc il est là. Alors, on va aller dans Sarah, j'y suis déjà, bon, c'est pas grave. Sarah, système AB, serveur mail, serveur settings, ok, ls, j'ai mon fichier qui est là. Ok, et là, on va faire un. Je sais pas, il y a quoi comme commande? Sans possibilité.
On va faire ça. Donc là, j'ai mon H et je vais utiliser mon programme préféré, hein. Je vais pas utiliser le leur parce que il a prouvé qu'il était incompétent. Ok, donc là, j'en ai plus besoin. Je vais sortir de cette connexion. Name date H. Là, je vais lui mettre du texte. Je lui mets le H. Je referme. Je fais entrer. Et là, il me dit quoi? Il me dit c'est du MD5. Ouais, ou du MD4. Du 4. Du 4. Ouais, du 4. Ok. Donc vous voyez, il peut se tromper aussi, hein. C'est pas grave, vous testez les deux. Si vous n'arrivez pas à le craquer avec du MD5, vous testez avec le MD4. Si le MD4 marche pas, vous passez au NTLM. Et si ça marche pas, vous testez avec le domaine cache credential. Si ces quatre-là marchent pas, ça sert à rien de tester cela. Vous allez perdre votre temps. Ok? Donc MD4. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, bon, c'est du MD4, c'est facile. On va utiliser le row MD4. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire echo H. Ah ouais, mais j'aurais pas les droits. Ok, donc echo le H que je n'ai plus. Ok, ok. John, on a vu. Format, ok. Row MD4. Je veux quoi qu'il me crack test et je veux qu'il aille chercher dans. Ah oui, non, c'est dans wordlist est égal à wordlist, wordlist block. Ok. Bon, il craquait déjà? Admin? Non. Oui. Ok. Donc je l'ai vu là. Et si vous avez un doute, vous pouvez tout à fait faire effacer ça et remplacer le wordlist par show. Il vous le dit. Test l'option show. Ok. Et c'est toujours après les deux points. Ok. Donc ça c'est fait, c'est craqué. Vous voyez que ça va très très vite. C'est vraiment pas compliqué, hein. Donc maintenant on va s'occuper du B. Hmm. Alors le B. LS, bien sûr il est pas là pour nous emmerder. Ok. Il nous dit que c'est du chat, hein. On va tester. Alors, pardon. Et John, let me in.
Ah, le type H, sorry. Ok, donc là, c'est l'admin. Ok, ça, c'est du SHA-1. Alors, trouver une liste de mots avec l'extension de fichier MNF et utilisez-la pour déchiffrer le hachage avec le nom de HC. Quel est le mot de passe? Une liste de noms, une word list avec l'extension MNF. Alors, find, à la racine, je veux quoi? Type, non. File, name. Alors, c'est là qu'on va utiliser. Je veux quoi? Tout ce qui commence par quelque chose, point, extension, MNF. Ok. Et redirection vers 2, dev nul, parce que je veux pas les erreurs. Je suis en train de scanner la racine. Et pareil, ça je vais la rentrer. Peut-être qu'il parle, je sais pas s'il parle de notre machine, de notre calier, ou il parle du serveur. Et là, t'as John. Non, il n'y a pas de John. Comment tu veux que je fasse ça? Que je l'extrais? Putain, vous cassez les couilles, les gars. Ah, c'est pour nous faire pratiquer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on va pratiquer. Qu'est-ce que je vais faire? Je laisse tomber ça. UFW Hello 22, c'est reparti. J'ouvre le port sur le pare-feu comme on a fait tout à l'heure. Service SSH start. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? SCP. Alors, attends, il faut que j'aille dans le répertoire. Donc, on a dit quoi? Pareil, système. Donc, qu'est-ce que je veux? SCP, je veux copier via le Secure Shell, je, je veux copier le www.mnf et l'expatrier vers ma machine. Saltimbanque, 10, 11, 26, 90, le copier vers mon home, saltimbanque. Maintenant, je trouve quoi? Bah, le HC. Find, home, type, name. Et là, je mets un double, juste pour vous montrer que ça marche aussi. Donc là, je vais faire un SCP. Alors, SCP, home, un, système, serveur. Comme ça, je vous montre avec le chemin absolu que ça marche aussi, hein. Vous pouvez utiliser SCP comme vous voulez. Non, il y a un blanc. Vous ne trouve pas système. Ok. Voilà, donc AB, et ensuite on a dit quoi? Serveur mail. Là, il y a quoi? Il y a et voilà, ok. Pardon, 10, 11, 26, 90. On copie.
Voilà. Ok. Donc, on a HC. Donc, HC, qu'est-ce que je veux? Donc, name that hash file. HC. Lui, il nous dit que c'est quoi? Que c'est du chat 256. Alors, ça, j'ai intérêt à avoir une bonne clé, c'est le cas de le dire. John, format. Ça, je sais pas quoi, je veux le HC, et je veux le qui est égal à extract. Ah non, non, bah non. Le fichier avec tab, hein, je me balade, et là, il le trouve parce que, bah, en même temps, c'est dans le dictionnaire. Ok? Voilà. Maintenant, on va passer aux bases 64. Ok? Comprendre un petit peu ce que c'est et décoder, encoder en base 64. Vous savez qu'on s'en sert pour offusquer nos charges utiles, nos virus, ou bah, pour masquer les informations, ou c'est utilisé bah, dans les applications web, sur Internet, etc., etc. Donc le BES64, c'est un groupe de schémas de codage binaire texte qui représente des données binaires dans un format de chaîne ASCII. Hein. Vous savez que dès qu'on parle de format de chaîne, généralement c'est encodé en ASCII. En résumé, ce n'est qu'une autre façon de représenter les données. Certains systèmes reposent sur un codage base 64 des données pour le traitement, tandis que d'autres ne peuvent pas. Donc, on va aller sur Base Decode et voir un petit peu ce qui se passe. Ok? Donc je vais rentrer n'importe quel texte et on va venir l'encoder. Ok? Donc là c'est pareil. Celui-là je le connais pas. Je vais regarder en mémoire. Tiens. Ok. Donc. Et là, qu'est-ce que je lui demande? Je vais lui demander bah, d'encoder en fait, hein, tout simplement. Et bah voilà. Voilà le string hein, que ça donne en encodage 64 bits. Ok? Donc, on voit bien que bah, ça fonctionne et on récupère le string qui est là. Pourquoi? YM. Ouais, non, c'est celui-ci. Ok? On peut le partager même. Donc, pourquoi connaître ça? Pourquoi m'en soucier? Bah, il peut arriver que vous rencontriez des données qui sont converties en base 64 dans les fichiers sur un système et que vous allez devoir les convertir dans un format lisible par l'homme. Par conséquent, bah, on peut utiliser base 64, hein, le programme que vous me voyez souvent utiliser, pour pouvoir le rendre en human readable, hein, lisible par un humain. Donc je fais quoi? On va piper 4. Je lui demande d'afficher en base 64 ce qu'il y a dans un fichier qui s'appelle encoded-data.txt. Je pipe et je lui dis, bah, tu lances le programme base 64 et tu fais un "-d", ok? "-d" comme decode, pour décoder, ok? Ou je peux même lui dire ensuite, au lieu de m'afficher le résultat, tu crées un nouveau fichier qui s'appelle new.txt et tu me stockes quoi? Eh ben, ce qui a été décodé en base 64. Ok? Donc, l'encodage, décodage modifie le format des fichiers, les données elles-mêmes ne changent pas, c'est juste la façon dont elles se lisent. Ça, c'est vraiment important, hein. Donc je vous encourage à prendre du temps également hein, pour comprendre bien l'encodage, le décodage, puisque bah, on s'en sert tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein, et comprendre la différenciation entre l'encodage, le décodage et le chiffrement, le déchiffrement. Parce que les débutants confondent en fait souvent tout ça. Ok? Donc quel est le nom de l'outil qui nous permet de décoder les chaînes en base 64? Eh ben, c'est base 64. Ok? Et après, on a deux. Hein, on peut faire un encode, encoder, et on peut faire un decode pour décoder. OK? Find a file called encoded.txt. Donc, encoded.txt. Find, oh,
Donc là, vous allez être rodé hein, sur Find si maintenant vous savez plus pas chercher des fichiers pardon sur Linux, c'est qu'il y a un problème avec tous les exercices qu'on aura fait. Hein. Donc vous allez me dire ouais t'es gentil, est-ce que c'est vraiment utile? Bah non, ça marche aussi. Ok? Mais des fois, hein, si jamais il y a, vous l'avez vu, un espace là, ce qui est plutôt rare, hein, bah là, faudra hein, bien mettre les single quotes parce qu'il y a un white space. Ok? Vous l'avez compris. Donc, encoded, tu veux que je le décode? Ça, il doit l'avoir, j'espère, le base 64. Non? Ouais, je pense qu'il l'a. Ouais, je pense qu'il l'a. Si ça mouline comme ça, c'est qu'il l'a. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Cat, tu m'affiches quoi? Le fichier qui est présent dans quoi? Dans Sarah. Ok. Système. Ok. AB. Ok. Et là-dedans, il y a sous répertoire manage, il y a le fichier encoded. Ok. Et qu'est-ce que je veux? Que tu utilises base 64, je pipe base 64 et tu me fais un decode. Ok? Et là, là-dedans, j'ai cette merde à nouveau. Trouver un fichier. Quelle est la réponse spéciale là? Quelle est la réponse spéciale? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Hein, du principe que il y a quoi? Il y a une aide de leur part. C'est un mot-clé, ok? Réponse spéciale, on va chercher, pardon, je vais arriver de quoi? Bah, de grepper, en fait, la réponse, ok? Je vais dire, bah, écoute, color, ok? Tu me coloris, en fait, et j'aurais pu faire un grep spécial, mais là, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de texte, voilà. Spécial, spécial. Il nous trouve tous les spéciales, et visiblement, il nous les met en rouge, ok? Spécial, c'est un fichier très très long, ok? Et la réponse est dans un fichier appelé ent.txt. On fait une nouvelle recherche. Ok? Vous voyez comment on rebondit, hein, il nous donne des petits conseils. Ok? C'est le seul truc qui est lisible dans tout ce baratin. Alors, est-ce qu'il me le trouve? Non, on va créer. Hé, Rome! Odo! Oh, non. Eh, Pluto. On va lui demander de nous l'afficher. HC. Et Contexte. Super. Donc ça, c'est quoi? C'est un H et on va pouvoir maintenant le traquer. Ok? Donc, echo, ça, ça, dans Toto, ok, on a Q, parfait, ça, c'est
Et c'est du rouleau du 5. One left. Donc là, on a un truc. On voit que le MD5, comme je vous le disais, ça marche pas. Donc il faut tout tester. Je vous ai dit, hein, séquentiellement. Le MD5 marche pas, on va tester le MD4. Qu'est-ce que vous voulez? Faut pas se laisser abattre. Ok? Et là, il le trouve. C'est John. Ok, parfait. Donc, maintenant, on va voir le chiffrement et le déchiffrement. Alors, le chiffrement fait référence au processus de dissimulation en fait des données sensibles en les convertissant dans un format inintelligible. La seule façon d'inverser le processus est d'utiliser une clé, ce qu'on appelle le déchiffrement. Ok, je vous mettrai plein d'articles, allez les lire. Donc en bref, le chiffrement n'est qu'un moyen de protéger les données à l'aide d'une clé privée. Ok, on utilise une clé publique et on la compare avec la clé privée. Par exemple, on va prendre la chaîne suivante de caractères, secret data, hein, elle peut être convertie en ça. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a commencé à chiffrer les données et on a utilisé une clé dérivée du mot de passe qui s'appelle passe. Ok? Donc ça, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Il faut noter aussi qu'il y a de nombreux types de schémas de chiffrement qui sont connus sous le nom d'algorithmes. Les plus connus, c'est l'AES 256 bits, 128 bits, le 3DS, le Blowfish, etc., etc. L'AES est considéré comme l'algorithme de chiffrement recommandé à utiliser en raison du fait qu'il a été testé et prouvé pour être un schéma fort, c'est-à-dire robuste, qui est difficilement piratable, craquable. En outre, il existe des principaux types de méthodes de chiffrement, asymétriques et symétriques, mais ça, je vous ai déjà fait des vidéos pour vous expliquer tout ça. Donc nous, on va se concentrer sur le chiffrement symétrique. Ok? Le principe de la symétrie, c'est quoi? C'est clé publique, clé privée. Ok? Dans le cryptage, le chiffrement symétrique, on utilise la même clé pour chiffrer, pour déchiffrer. Ok? Donc, il n'y a qu'une seule clé. C'est plus facile à craquer, techniquement. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens, allez lire, je vous ai fait des vidéos, je crois qu'il y a une playlist sur ma chaîne, chiffrement, cryptage, je sais plus ce que c'est, allez voir, je vous explique tout ça. Donc, comment on peut chiffrer? On va prendre un exemple très très simple. On a un fichier qui s'appelle secret.txt et ça nous dit je suis de la donnée secrète. Euh, tu ne devrais pas me révéler en fait à quiconque, hein, à part à la personne qui a la clé. Donc ça c'est important parce que vous allez apprendre à chiffrer vos données avec GPG et après, peu importe que vous utilisiez une connexion VPN, Tor ou une connexion qui n'est pas chiffrée, puisque le message en lui-même est chiffré, eh ben vous pouvez même échanger, comment dire, en fait, des messages sur un canal de communication où vous savez que les communications sont interceptées. Ok? On aura beau sniffer les paquets, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir votre message qui est chiffré. Ok? Donc si vous êtes vraiment parano, vous pouvez également chiffrer le canal de communication, mais le principe du chiffrement, si le message est encapsulé, donc il est chiffré, eh ben on n'a pas besoin d'utiliser un canal de communication qui est sûr. Ok? Soit on sécurise le canal de communication, soit on sécurise le message. Si vraiment on est paranoïaque, on sécurise le canal de communication et dans ce canal de communication, ce tuyau, ce tube,
on va faire passer un message également qui a été encapsulé, qui a été chiffré. Ok? Trois techniques, trois possibilités. Donc là, on lance GPG qui nous permet de chiffrer, tout simplement. Le cipher algo, c'est l'argument, hein. Il attend un type de chiffrement. Là, on lui dit AES 256 bits et une méthode de chiffrement. On a vu, il y en a deux principales, asymétrique et symétrique. Donc je lui dis symétrique et je lui dis le fichier secret à encapsuler, à encoder, à chiffrer. Et on va dire à encapsuler et à chiffrer, ok? Puisque l'encodage, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il vous demande? Eh ben, vous remarquez qu'il vous demande un mot de passe, en fait, hein. C'est à ce moment-là que vous pouvez spécifier un mot de passe pour GPG à partir duquel vous allez dériver la clé, hein. On a vu qu'on se servait d'un mot de passe, d'une clé dérivée d'un mot de passe. Ensuite, on a un nouveau fichier chiffré qui est créé avec l'extension GPG, hein. C'est le résultat qu'on peut voir ici. On a notre fichier original et le fichier qui a été chiffré avec l'extension .gpg. Et si vous essayez de le lire, c'est illisible, ok? Et croyez pas parce que vous voyez des bouts de lettres ou des bouts de mots que à l'origine ils sont là-dedans, ok? C'est tout ça est illisible, ok? Vous pouvez prendre zon, prendre wa, les coller dans tous les sens avec point d'interrogation 9, ok? Ça ne fait pas partie du message qui est là, ok? Il n'y a pas de point d'exclamation. Où c'est que vous voyez ZON là-dedans? Honnêtement. Où c'est que vous le voyez? Il est nulle part. Ok? Donc, au début, on se dit, ah ouais, je peux quand même lire quelques petits trucs là. Non. Non, non. Tout est chiffré. Vous croyez, mais non, vous vous trompez. Ok? Donc maintenant, comment on peut déchiffrer? Eh ben, on va faire l'opération inverse. Comme vous l'avez compris, c'est plus simple parce qu'on a beaucoup moins d'arguments à donner à GPG. GPG, si on lui donne un fichier qui s'appelle ce que vous voulez, .gpg, il sait tout de suite que là, il doit déchiffrer puisque le fichier est déjà en extension GPG. Donc, eh ben, il va vous demander le mot de passe pour décrypter. OK? Et c'est parce qu'on l'a déjà rentré lorsqu'on a chiffré le fichier. Donc Linux a donc stocké le mot de passe pour une utilisation rapide. Mais techniquement, qu'est-ce qu'on ferait? Bob et Alice se donnent rendez-vous dans un supermarché. Il s'assit sur un banc. Elle lui dit couscous. Ok. Bob part chez lui. Il lance GPG. Ok. Il chiffre ses données. On lui demande un password, sa passe-phrase. Il va mettre couscous. Il l'envoie par la poste, par un colis, par Internet, par le téléphone, ce que vous voulez. Et là, eh ben, comme ils ont convenu de quoi? D'une clé dérivée à partir d'un mot de passe. Et là, c'est pas passe, c'est couscous. Eh ben, grâce à couscous, Alice peut lire les messages de Bob. Bob peut lire les messages d'Alice. Ok? Donc c'est une clé symétrique. Pourquoi? Parce que dans notre exemple, la clé, c'est couscous. OK? Et ne confondez pas, on parle de passphrase. Une passphrase, c'est un mot de passe pour une clé cryptographique. Un mot de passe, c'est un mot qui est utilisé pour pour débloquer un accès. OK? En cryptographie, on parle pas de password, on parle de passphrase. OK? Le password, c'est pour les ordinateurs. Les passphrases, c'est pour la cryptographie, pour les clés. OK? C'est important. Parce qu'on fait l'erreur. Donc, si je veux chiffrer un fichier qui s'appelle historylogs.txt en utilisant l'AES 128 bits, comment je vais pouvoir faire ça? OK? Et je veux chiffrer quoi? En symétrique ou en asymétrique? Ok. Bon, bon, GPG. On va partir du principe que c'est du symétrique. Donc il y a deux âmes asymétriques. Mais son truc s'appelle History Logs. Contexte. Oh, je trouve ça. What is the command to decrypt the file you just encrypted?
Bah, on va faire l'inverse. JPG, là, dans l'AES, il n'y a pas de... Vous voyez que j'ai pas demandé de clé, en fait, hein. Techniquement, il nous demande pas de clé, donc on a juste à lui dire, eh ben quoi, le fichier maintenant qui s'appelle history, logs.txt.jpg. Donc, trouver un fichier chiffré qui s'appelle layer4.txt, le password est Bob. Use this to locate the flag. What is the flag? Ok, donc il va falloir qu'on fasse plusieurs opérations en même temps et c'est bien, ça va nous permettre bah, de retravailler tout ce qu'on a vu. Alors, c'est quoi son fichier? Call layers4? C'est quoi ça? Hmm. Ah, ok. Donc, on retourne sur notre machine. On fait le clean. Qu'est-ce qu'on veut? Je vais zoomer un peu. Ok. Donc, je veux quoi? Je veux find à la racine. Je veux quoi? Type file. Name layers4. Layers4.txt et redirection vers le terminal. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? GPG. Hum, 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 Sarah, système AB, is gouvernement, layers 4. Ok. Ok. Donc, il nous dit no command supply. Try to guess what you mean. J'ai fait une boulette. Qu'est-ce que je veux? Trying to guess what I mean. Là. Can't open, pourquoi tu peux pas open? C'est quoi le problème? Sarah, système AB, keys, VNMA, layer 4. Ok, tirer ça. C'est peut-être ça qui fout la merde. Mais bon, là, il y a un blanc, donc... Ah ouais, ça marche. Ça devrait pas marcher, hein. Vous avez vu qu'il y a un espace à système et AB. Donc en théorie, ça devrait pas marcher. Je sais pas pourquoi, c'est un bug. Donc, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit que c'est Bob. Donc, Bob. Ok. Fichier. New file name. On va l'appeler, je sais pas, test. Alors, on sort de là. On a quoi? On a dit qu'on a keys. V et le nana. Mais il a enregistré où ce bâtard là? Casser les couilles. Le fichier qui nous a sauvegardé. Un DB. 4.
Donc je suis déjà dans le home, dans le Sahara, système, tu me le trouves là? Système AB, mes fesses là. DB, oui, test, je le vois pas. Oh putain. Trouver un fichier appelé couche 3 et le password et James. Et on est parti. Ok. Euh, Est-ce que je peux vous donner un exemple? Voilà pourquoi je mettais des single quotes avec GPG et ça aurait dû marcher. Parce que là, il y a le blanc, ça a pas l'air de le déranger, mais en principe, ça devrait. Donc là, je crois que c'est un bug, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc GPG directement, bah, dans ce qu'on a trouvé, ça va. Ok, old log 2014, là il y a 2014-15, et là il y a le Lions. Ok. Alors, c'était James. James. Ok. Bah, test. TXT. Ok. Maintenant, je vais chercher. Ok, 4. Donc, voyons, ça nous fait pratiquer comment se balader, comment récupérer, comment rechercher, comment modifier, comment crypter, comment décrypter, comment chiffrer, déchiffrer, pardon. Non, c'est un bon exercice. Tiens. Ah putain, ça continue. Layer 2. Il va y avoir layer 2. Mais Laurent. Voilà. On continue. Qu'est-ce qu'il nous faut? Cette fois-ci, il nous faut le layer 2 et c'est Tony. Layer 2 Tony, GPG, bon, ça prend, bon, layer 2, le test 3, find, home, name, je vais vite, hein, parce que là, je commence à saturer, excuserez, avec la fièvre. Ok, donc 4, home, barra, test 3. Ok, enfin, on récupère le H. Ok, donc le H ou du base 64. Honnêtement, vous pensez que c'est plutôt un H ou plutôt un base 64? Je pense que c'est plus du base 64. On va le décoder. C'était bien du base 64. Le texte en clair dit trouver un fichier layers1 et le password est celui-ci. Donc, en fait, c'est act, c'est pas. D'accord, ok. Donc, pareil, find, home, name, ok, GPG, act, toto, find, home, name, toto, cat, home, Sarah.
Et on- Ok? Donc vous voyez comment couche par couche, on décapsule. On a encapsulé, on décapsule. Hein, techniquement, euh, c'est ce qu'on va faire. On va par exemple chiffrer, enfin on va hacher le mot de passe d'un utilisateur. Ok? Après on va utiliser une autre fonction de hachage type bcrypt. Ok? Qui va permettre à nouveau de chiffrer le hash. Et ensuite on va utiliser une technique d'encapsulation, de chiffrement pour faire une sorte de millefeuille. Il y aura trois couches de sécurité. Si le hacker veut accéder au mot de passe en clair, il faut d'abord il déchiffre la couche, hein, l'AES typiquement, 256 bits. Ensuite, il faudra qu'il déchiffre, qu'il retrouve la fonction de hachage inverse, hein, du bcrypt. Et à partir de ce hash, il faudra qu'il trouve le mot de passe en clair. Donc c'est en termes de temps, ça va être très chronophage. Ok? Maintenant, on va passer, ok, à comment craquer en fait, hein, les fichiers qui sont chiffrés en utilisant notre ami John the Ripper. Ok, donc en fait, le chiffrement fait référence au processus de dissimulation des données sensibles en les convertissant dans un format inintelligible. Hein. Ça, c'est ce qu'on a vu dans notre introduction. Maintenant, comment on peut les craquer? Donc maintenant que vous avez cette compréhension de base de l'utilisation de GPG, la question est suivante, est la suivante. Que se passe-t-il si nous n'avons pas le mot de passe ou la clé pour déchiffrer le fichier, en fait, hein? Comment on peut résoudre ce problème? Eh bien, en fait, de la même manière que nous avons forcé les hachages avec John l'éventreur, pardon, on peut le faire avec les fichiers qui sont chiffrés, cryptés. Ok? Donc on va utiliser Kali Linux ou ParrotOS et avoir un add-on, un binaire qui s'appelle GPG to John. Vous savez que John the Ripper, c'est une suite en fait, et on a GPG to John qui va nous permettre, en fait, c'est un binaire qui permet de convertir les fichiers GPG en une chaîne de hachage que John the Ripper peut comprendre lorsqu'il s'agit de forcer des mots de passe, hein, avec une liste de mots. Donc, on va faire un sudo GPG to John, hein, et vous voyez que c'est ça qui apparaît. Donc, on va vérifier qu'il est bien fonctionnel. Ok, qui marche. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va venir utiliser GPG to John pour le convertir sous forme de hash. Je lance la commande, je lui demande le fichier GPG et je lui dis, bah, tu l'enregistres dans un fichier qui s'appelle hash. Et là-dedans, vous l'avez compris, il y aura le hash. Ok? Donc ça, il faudra le faire à chaque fois. Et après, on lui précise la word list, ok? Et le format GPGH. Donc ça, c'est important. Ça, on l'a fait à chaque fois, ok? Et on a le résultat. Et on voit qu'on récupère encore une fois le mot de passe qui est admin. Donc, on va répondre aux questions. Rechercher un fichier chiffré appelé personaltext.gpg, rechercher une liste de mots appelée data.txt, utiliser tac pour inverser la liste de mots et ensuite lancer une attaque par brute force. Alors, tac, qu'est-ce que ça fait techniquement? Ça va prendre une liste hein, qui commence de 0 à 100 par exemple et ça va intervertir. Ça va l'utiliser de 100 à 0 comme vous l'avez compris. Donc, on va lancer la recherche. Hein. Il nous faut déjà nos deux fichiers, la clé GPG et le dico. Alors, nettoyons. Fine. À partir de la racine, je veux couper. Bon, on va chercher dans Home, ça sera plus court. Je veux couper un type F, un name qui s'appelle personal. TXT, c'est un fichier GPG et redirection des erreurs. Ok, parfait. Maintenant, on va chercher le data.
Ok. Donc, on a notre fichier qui est présent là, dans Units Home et l'autre qui est dans ZM Old Stuff. On voit qu'il est là. Alors, il faut qu'on intervertisse avec TAC, vu que c'est le dictionnaire. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire TAC. On va aller dans le Home. Tara. Ok. Logs. ZMN. Old Stuff. Tirer blablabla. Data.txt. Ok, donc ça va, comme je vous le disais, hein, intervertir. Et on va commencer par, je vais l'appeler data ref, ok, hein, ref comme reverse. Alors, bah oui, j'ai oublié. Donc encore une fois, hein, pourquoi les single quotes? Parce qu'il y a des espaces. Fail to open for reading. Sarah logs them all. Ça passe. Alors là, je comprends pas. Ah, si on devrait mettre les single quotes. Bon, ça passe comme ça, tant mieux. Comme tout à l'heure, doit y avoir un bug. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux? On va find mon data ref. Ok, elle est là. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser GPG. Ok. On a dit quoi? Word list. On a mis W. Ça, c'est avec John. On n'en a pas besoin de John, on va le faire directement avec notre ami GPG. Donc j'ai quoi la WordRef? On a dit qu'elle est dans Home. Sarah. Je vous montre comment le faire. En fait, vous n'avez pas besoin de John. Vous pouvez utiliser John. Mais là, on va le faire ça. Dataref.txt. Ok, donc ça c'est la word list inversée hein, qu'on vient de générer. Je lui dis quoi? Bah, c'est un format GPG. Ok, voilà W. GPG. Bon, c'est moi qui fatigue. Ok, bon, on va exfiltrer, tant pis. On va exfiltrer. Euh, ok, let's go. Donc, je veux pouvoir aller dans donc, CP. Home. Par vers 5, 6, 90. Ok, ça passe. Et je veux exfiltrer quoi? On a dit quoi? Dataref et personal TXT. Donc lui, personal TXT, il est dans quoi? Il est tout en haut. Il est dans all logs, units, personal TXT. Bon, GPG, ouais, c'est ça. Patch instruction. Je veux mon fichier personnel GPG et le H. Ok, donc maintenant je peux appeler ça, je vais craquer le H. Ok, je veux la word list data ref.
Format, putain, format GPGH. Donc, tu nous trouves ça. Ah, ça a pris 5 minutes. Et le message est nommé Getting Stronger in Linux. Tu deviens meilleur en Linux. Il y avait les trois petits points, mais je crois qu'il ne le faut pas. Ok, donc on voit comment on peut casser facilement. Enfin, facilement. Ça a pris 5 bonnes minutes sur mon PC. Donc, maintenant, on va voir les bases de données. Ok, du SQL, comment on peut accéder à ça concrètement, hein, puisque vous aurez à le faire très très souvent. Ok, donc si on doit parler des bases de données, je vous ai déjà fait des cours là-dessus, mais vous connaissez maintenant le langage SQL, hein, qu'on utilise. Donc c'est Structure Query Language, et c'est de ça qu'on se sert pour aller requêter dans les bases de données. Hein. Techniquement, ça permet de stocker, manipuler, récupérer les données à partir de la base de données. Par conséquent, il est important de bien saisir le concept de lecture des données à partir de la base de données sous Linux. Si votre compréhension de la base de données est faible, allez revoir mes vidéos sur le sujet et je vous mettrai naturellement encore plein de liens sur MySQL, notamment dans la description de la vidéo. Et ça explique pleinement en fait le concept des bases de données pour les débutants. La chose clé à retenir est que les développeurs créent principalement des bases de données relationnelles qui utilisent plusieurs bases de données qui se référencent les unes avec les autres pour organiser les données, d'où le nom de base de données relationnelles, comme vous vous en doutez. En outre, chaque base de données contient des tables d'enregistrement et chaque table peut se composer de plusieurs colonnes et lignes qui stockent les données dans un format organisé. Ok? Donc, c'est débutant, hein, on va faire des choses très très simples, mais je vais vous montrer comment lire la base de données d'un espace de travail MySQL local. Hein. Techniquement, on va démarrer d'abord le service, hein, service MySQL start. Ensuite, on va se connecter.